La deuxième édition de 1852 des Lettres d'une Péruvienne est l'occasion pour Madame de Graffigny d'augmenter son livre à succès, en plus d'une préface et d'une introduction historique, c'est-à-dire une sorte d'exposé louangeur de la culture péruvienne, de 4 nouvelles lettres. On ne peut pas dire qu'elles soient essentielles ou révolutionnaires, mais elles se distinguent tout de même par leur ton. La critique s'y fait plus franche et plus longue. Zilia y entonne son refrain de moraliste, ne se lassant pas de pointer le culte hypocrite et superflu des apparences qui règnent chez les Français. Comme elle l'écrit au début de la 3e lettre ajoutée, le penchant des Français les porte naturellement aux extrêmes. En parlant de cas extrêmes, son regard se tourne vers un d'entre eux, déjà évoqué lors de son entrée au couvent avec Céline. Il s'agit de l'éducation des femmes. Comme elle l'explique en ce début de lettre 34 à Asa, il lui a fallu beaucoup de temps pour approfondir la cause du mépris que l'on a presque généralement ici pour les femmes. Elle croit alors détenir la clé pour comprendre le traitement réservé à ses homologues féminines, et elle réside dans leur éducation. Celle-ci repose aussi sur une hypocrisie, une contradiction, car d'une part, on voudrait que ces femmes soient vertueuses, et d'autre part, aucune véritable éducation ne permet de les y initier, bien au contraire. En les coupant du monde et en les enfermant dans des couvents, les familles les empêchent d'apprendre à vivre et ne les préparent pas à faire l'épreuve d'une vie en société. Zilia remarque que cette éducation mal dirigée, comme elle dit, ne repose que sur le contrôle et le maintien des apparences. Seuls les agréments physiques comptent, tandis que l'esprit se voit totalement négligé. Elle écrit à Asa, l'inconséquence du français n'a point de borne. Avec de tels principes, ils attendent de leurs femmes la pratique des vertus qu'ils ne leur font pas connaître. Bref, Madame de Graffigny, en contemporaine des philosophes des Lumières, s'en prend à l'ignorance, mais avec une tonalité féminine, voire féministe, qui lui est propre. Entendons-la un peu plus précisément. Elles ne sont pas mieux instruites sur la connaissance du monde, des hommes et de la société. Elles ignorent jusqu'à l'usage de leur langue naturelle. Il est rare qu'elles la parlent correctement. Et je ne m'aperçois pas, sans une extrême surprise, que je suis à présent plus savante qu'elles à cet égard. C'est dans cette ignorance que l'on marie les filles, à peine sorties de l'enfance. Dès lors, il semble, au peu d'intérêt que les parents prennent à leur conduite, qu'elles ne leur appartiennent plus. Il serait encore temps de réparer les défauts de la première éducation. On n'en prend pas la peine. Une jeune femme, libre dans son appartement, y reçoit sans contrainte les compagnies qui lui plaisent. Ses occupations sont ordinairement puériles, toujours inutiles et peut-être au-dessous de l'oisiveté. On entretient son esprit tout au moins de frivolité maligne ou insipide, plus propre à la rendre méprisable que la stupidité même. Sans confiance en elle, son mari ne cherche point à la former aux soins de ses affaires, de sa famille et de sa maison. Elle ne participe au tout de ce petit univers que par la représentation. C'est une figure d'ornement pour amuser les curieux. Aussi, pour peu que l'humeur impérieuse se joigne au goût de la dissipation, elle donne dans tous les travers, passe rapidement de l'indépendance à la licence et bientôt elle arrache le mépris et l'indignation des hommes malgré leur penchant et leur intérêt à tolérer les vices de la jeunesse en faveur de ses agréments. Quoi que je te dise, la vérité, avec toute la sincérité de mon cœur, mon cher Asa, garde-toi bien de croire qu'il n'y ait point ici de femme de mérite. Il en est assez d'heureusement nées pour se donner à elles-mêmes ce que l'éducation leur refuse. L'attachement à leurs devoirs, la décence de leurs mœurs et les agréments honnêtes de leur esprit attirent sur elles l'estime de tout le monde. Mais le nombre de celles-là est si borné en comparaison de la multitude qu'elles sont connues et révérées par leur propre nom. Ne crois pas non plus que le dérangement de la conduite des autres vienne de leur mauvais naturel. En général, il me semble que les femmes naissent ici bien plus communément que chez nous, avec toutes les dispositions nécessaires pour égaler les hommes en mérite et en vertu. Mais, comme s'il s'en convenait au fond de leur cœur et que leur orgueil ne put supporter cette égalité, ils contribuent en toute manière à les rendre méprisables, soit en manquant de considération pour les leurs, soit en séduisant celle des autres. Quand tu sauras qu'ici l'autorité est entièrement du côté des hommes,
Tu ne douteras pas, mon cher Asa, qu'il ne soit responsable de tous les désordres de la société. » Le portrait que Zilia dresse des femmes françaises est d'abord accablant. Elles sont bêtes. Leur ignorance ne concerne pas que la vertu. Elles touchent aussi les savoirs de base qu'elles ne maîtrisent pas. Ainsi, elles ne savent pas bien parler. Zilia remarque même qu'elles maîtrisent désormais mieux leur langue qu'elle. Selon elle, les hommes se plaisent à entretenir cet état d'ignorance et assignent les femmes à une forme d'enfance qu'ils entretiennent en les maintenant dans une forme d'oisiveté, de loisir. Le quotidien des Françaises se réduit à un spectacle domestique qui n'est jamais qu'une sorte de représentation de théâtre où elles joueraient le rôle de poupées. Leurs journées sont faites de frivolité qui les éloigne de toute véritable responsabilité. Simple décoration, elles s'attirent le mépris des hommes qui pourtant les poussent dans cette condition de licence. Cependant, Zilia a à cœur de nuancer son propos. Toutes les femmes ne sont pas des idiotes vicieuses, bien au contraire. Madame de Graffigny brosse alors un portrait de la féminité bien plus optimiste et élogieuse. Elle en appelle à une forme d'émancipation en évoquant ces femmes à l'esprit fort qui se cultivent par elles-mêmes, en dépit de leur éducation, et s'attirant alors l'estime de tous. Elle précise que les autres femmes, qui n'ont pas cette force nécessairement, ne sont pas fautives non plus de leur état. De nature, elles sont l'égale des hommes, et ce sont eux, ces hommes, qui, usant et abusant de leur pouvoir, travaillent à asservir et à maintenir l'inégalité. Madame de Graffigny semble très consciente du poids de ce qu'on appelle le patriarcat, et elle n'hésite pas à l'attaquer. Constatant que l'autorité est entièrement du côté des hommes, elle en profite habilement pour les rendre alors responsables de tous les désordres de la société. En somme, si les femmes sont ignorantes, ce n'est pas du fait de leur faiblesse, mais de celle des hommes qui, encore plus bêtement, font usage de leur injuste privilège.